Donc, eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette présentation de la campagne d'observation collaborative de la comète 103P Hartley, parfois appelée Hartley 2. Donc, c'est une campagne collective que nous organisons avec l'Association française d'astronomie et à laquelle vous pouvez toutes et tous participer. Donc, vous devez le savoir, il est déjà possible de partager vos mesures, hein. Depuis le 1er septembre 2023, on a mis en place le formulaire de retour de données sur le site de l'AFA. Mais allez, on va dire que c'est aujourd'hui qu'on donne le coup d'envoi officiel, c'est la cérémonie d'ouverture de la compétition, de la campagne d'observation. Donc c'est moi qui vais animer la réunion. Donc, je suis Guillaume Langin, chargé de projet, enfin chargé de sciences participatives à l'AFA et également journaliste à Ciel et Espace. Je ne suis pas seul ce soir. Il y a également Marie Grand, ma collègue, également chargée de sciences participatives à l'AFA, qui est à la technique. Et puis il y a nos invités, que je remercie chaudement d'avoir fait la gentillesse de venir. Nicolas Biver, pour commencer. Donc tu es astrophysicien au laboratoire LESIA de l'Observatoire de Paris et grand observateur et analyste de comètes. Merci d'être là. Il y a également Alain Doré-Sundiram, ton collègue, hein, également astrophysicien au LESIA. Merci de ta présence. Et Bruno Guillet, enseignant-chercheur à l'Université de Caen, et également qui verse plutôt dans l'électronique professionnellement, mais qui a pour loisir l'astronomie et qui compte quelques observations à son actif également. Et je salue Milan Maximovic, vice-président de l'AFA. Merci d'être là. Et Arnaud Leroy, euh, astronome observateur aguerri et président de l'Uranoscope. Je donnerai la parole aux trois premiers dans quelques instants, et puis tous ensemble, vous pourrez m'aider à répondre aux questions de tout le monde. Les questions, donc vous les participants, vous pouvez les poser de préférence par écrit dans l'onglet Q et R situé en bas de la présentation normalement, ou sur le côté, mais a priori c'est plutôt en bas. Vous pouvez les taper là, ça nous permet de mieux les organiser s'il y en a beaucoup et de n'en rater aucune. Si jamais vous avez des difficultés à le faire, vous pouvez également lever la main, il y a une fonction qui permet de le faire, et on vous donnera la parole pour poser votre question à l'oral. Bon voilà, on est parti pour une heure, on va dire, et puis on va commencer par une petite présentation du projet dans son ensemble. Donc, ça n'est pas, pour commencer, la première campagne de sciences participatives qu'on organise à l'AFA. Vous le savez peut-être déjà, en 2021, on s'est penché sur WASP 148b, qui est un transit d'exoplanète. L'année suivante, on s'est passionné pour l'astéroïde Eurybat, dont on a réussi à dessiner les contours grâce à la technique des occultations stellaires. Vous avez peut-être participé à cette grande campagne d'observation. Et cette année, en 2023, on fait la part belle à une comète, à la comète 103P Hartley, qui est bienvenue, puisqu'elle nous permet de proposer une expérience variée, hein, différente des deux précédentes, que ce soit en termes d'objets scientifiques et que ce soit également en termes de technique, puisqu'il s'agit plutôt là de photométrie. Puis je dirais que cette campagne d'observation est même encore plus inclusive, on va dire, elle est encore plus ouverte aux débutants, puisque la comète devrait être assez brillante fin septembre, début octobre. Alors, Hartley 2, dans l'espace, où est-ce qu'elle se trouve? Eh ben, elle est en cours d'approche en train de s'approcher de la Terre. Donc là, voilà, début septembre, à la vitesse de défilement de 6 jours par seconde, elle s'est approchée de la Terre. Elle va passer au point le plus proche de la Terre, puis à son périhélie quelques jours plus tard, ce qui, voilà, en fait une année favorable euh, pour observer cette comète qui orbite en 6,5 jours. Alors, Nicolas, c'est toi qui avais suggéré cette cible lorsque je t'ai sollicité il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous dire voilà, en quoi la comète 103P Hartley 2 est une comète intéressante? Oui, bon, je vais revenir un petit peu dessus. Bon, c'est une comète qui a été découverte récemment. On verra, je leur dirai pourquoi juste après. Donc en 1986, à Siding Spring par Malcolm Hartley. Comme tu disais, sa période orbitale est de 6 ans et demi. Ça veut dire qu'en gros, il y aura un passage sur deux qui va être favorable. C'est-à-dire qu'en gros, elle était proche de la Terre en 2010 et 13 ans après. Donc cette année, elle est à nouveau proche de la Terre. Et sa distance au périhélie, comme tu disais, c'est un peu plus d'une unité astronomique. Alors en fait, avant 1973, sa distance au périhélie était plus grande. C'est pour ça qu'à la fait, elle a peut-être été découverte que très récemment, quoi. C'est une comète qui est active depuis pas très longtemps.
Elle a un petit noyau, c'est le plus petit des noyaux qui a été survolé par une mission spatiale, hein. Et elle a une particularité qui pourrait être intéressante justement à mesurer cette année, c'est qu'en fait, elle n'a pas une rotation simple. Elle aurait une rotation et il y a une précession qui serait de 18 heures à 27 heures à peu près. C'est ce qui était observé donc en 2010. Et même en 2010, la période de 18 heures, elle avait tendance à augmenter. Elle est passée de 17 heures à 19 heures du cours du passage. Donc, sa rotation n'est pas encore bien connue. Et donc en 2010, comme elle était en plus proche de la Terre, elle a été survolée par la mission Epoxy qui est passée, donc qui nous a pris ces images, comme celle qu'on voit à droite là. On voit en fait tout un tas de petits points blancs autour du noyau de la comète. On viendra juste après. Et 2010, c'était en fait la meilleure approche depuis que la comète a été découverte et puis jusqu'à la fin du siècle, parce qu'elle a été passée donc quasiment au point le plus proche de l'orbite de la Terre. Et donc cette année se trouve être la deuxième meilleure approche après celle de 2010. Tu peux passer la vue suivante. Voilà, donc c'est une comète. Alors, je vous parlais de ces petites boules, petits points blancs qu'on voit autour du noyau, qui est une comète qu'on appelle hyperactive. En fait, le noyau est en fait trop petit pour expliquer la quantité de vapeur d'eau qui s'en échappe. C'est-à-dire que la surface du noyau exposé au Soleil n'est pas suffisante pour expliquer toute la vapeur d'eau. Donc, ce qui a été observé par la mission Epoxy, c'est qu'en fait, il y a du dioxyde de carbone qui soulève des grains de glace et même des boules de neige, hein, qui peuvent faire peut-être quelques centimètres à dizaines de centimètres de diamètre, qui se comportent comme des mini-comètes autour du noyau de la comète et qui, après ça, passent à ces boules de glace se subliment et, comme une comète et puis produisent une grande quantité de vapeur. Et d'un point de vue aspect de la comète, donc il y avait une image qui était au début de présentation, là j'en ai remis une récemment. C'est une comète en fait qui va être relativement gazeuse, il n'y a pas énormément de poussière qui s'échappe, parce que c'est de la glace plutôt. Et donc elle va présenter une coma assez diffuse, assez grande, et puis qui aura tendance à être un peu verdâtre, parce que c'est une image couleur, parce qu'elle est dominée par les émissions gazeuses donc c'est le radical C2 en gros qui est responsable de cette couleur verdâtre. Alors, autre chose, c'est une petite comète. Je vous ai mis à droite le graphique de sa magnitude rapportée à la même distance de la Terre, enfin, unité astronomique. Donc, on voit l'évolution 91, 97 et 2004. Il n'y a pas celle de 2010, mais il semblerait que peut-être qu'elle fait bien un petit peu d'un passage sur l'autre. Mais en tout cas, ce qui a été mesuré au niveau du dégazage, la quantité de vapeur d'eau qui s'échappe, ça semblerait diminuer de manière claire entre les mesures de 91 qui avaient été faites par ISO 97. Non, 91, c'était avec le télescope spatial Hubble. 97 ISO et 2010. Donc la question à cette année, c'est voir est-ce que la comète va suivre cette tendance à être un peu moins active ou pas. En gros, elle est attendue vers la magnitude 8 au plus brillant et bah, ce sera l'objectif un peu de cette campagne, j'imagine, de mesurer sa magnitude, la manière dont elle augmente, elle diminue, et puis aussi éventuellement aussi autour du noyau, si on voit les variations dues à la rotation du noyau. Voilà. Et on espère qu'elle sera quand même suffisamment brillante pour que le plus grand nombre puisse l'observer. Voilà, on attend une Merci. petite variation, pas forcément Ouais, grosse. Elle est bien partie pour l'instant. d'accord. En tout cas, ça en fait une cible voilà, que je qualifierais d'intéressante, comme tu viens de le démontrer, et assez facile parce qu'assez brillante, ce qui est un combo assez voilà, difficile à trouver parfois en astronomie participative, et qui permet de faire cette grande campagne d'observation, euh, qui a pour avantage voilà, que ça concerne tout le monde en France, hein. Enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes pour certaines personnes, mais je le dis, où que vous soyez sur le territoire, et même dans l'hémisphère nord, et probablement à des latitudes équatoriales aussi, ça peut fonctionner, donc à vérifier. Voilà, vous pouvez participer. À la différence de projets précédents, vous pouvez participer chaque nuit où il fait beau à partir de maintenant, donc de septembre on va dire jusqu'au mois de décembre 2023, et même encore après si vous avez des instruments d'observation suffisamment puissants. Et vous pouvez participer à votre propre rythme. Voilà, c'est pas les mêmes contraintes temporelles qu'une occultation d'astéroïdes. Et voilà, je dirais que ça en fait même c'est un peu notre objectif aussi à la FA, c'est de vous proposer une cible d'initiation aussi pour faire une première expérience de photométrie si vous n'en avez jamais faite. Et j'aimerais lever une ambiguïté dès le début pour beaucoup de personnes. L'objectif voilà, de cette expérience, de cette manip, ça n'est pas l'esthétisme de la photo. Voilà. On vous demande pas de faire une jolie voilà, photo très résolue avec, on voit la queue de la comète et tous ces détails. Voilà, c'est plutôt
je veux dire une photo comme celle de droite, donc qui est très jolie en soi également, où on distingue la comète sous la forme d'un petit point avec une nébulosité autour, peut suffire pour faire de la photométrie et estimer sa magnitude. Je montre une petite animation faite il y a quelques jours par William Drapeau, donc le 6 septembre 2023, où on voit au fil d'une durée de 50 minutes la comète se déplacer sur le fond d'étoiles. On peut travailler avec une seule de ces images, hein, il n'y a pas besoin de faire une vidéo, une seule de ces images où la comète est à peine plus brillante que certaines étoiles. L'objectif, donc tu l'as un petit peu montré Nicolas, c'est de tracer tous ensemble l'évolution de la magnitude de la comète. Donc la magnitude va baisser puis réaugmenter, c'est-à-dire qu'à l'inverse, son éclat va augmenter puis baisser. Donc la comète va devenir de plus en plus brillante et on s'attend à ce qu'elle culmine dans les premiers jours d'octobre par association de sa faible distance à la Terre et de son passage au périhélie, pas trop loin quelques jours plus tard. Et chaque point noir que vous voyez sur cette courbe est un point de mesure. Ça, c'est une courbe avec un modèle, donc le modèle est la courbe en rouge, et les points de mesure sont ceux répertoriés sur le site de euh, Seiichi Yoshida, donc un site qui fait référence chez les observateurs de comètes. Voilà, l'idée, c'est de tracer collectivement l'évolution de la luminosité de la comète, en ajoutant tous chacun un point ou plusieurs points chacun au fil des heures, au fil des nuits. Je précise pour ceux qui ont l'habitude de ce genre d'exercice et qui se le demanderaient, c'est bien, nous, ce qu'on a choisi de mesurer, c'est bien la magnitude M1 de la coma, de toute la comète dans son ensemble sans les queues, et non pas la magnitude M2 du noyau. Voilà, l'objectif scientifique qu'on s'est fixé, il est ainsi formulé, donc on s'est dit qu'on viserait une publication sous la forme d'un bulletin auprès du Centre des planètes mineures. C'est avec toi, Alain, qu'on s'était dit ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça marche, le partage des données sous la forme de ce type de publication, en réactivant ton micro? Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, peut-être que on a eu cette discussion il y a un mois, je ne sais pas, peut-être que j'ai été un peu optimiste, mais on verra ce que donnera les résultats. Mais effectivement, il y a plusieurs possibilités pour communiquer des résultats via une circulaire. Alors, il y a le Minor Planet Center qui s'occupe donc de la diffusion des petites planètes. Mais ça concerne essentiellement des positions astrométriques d'astéroïdes. Alors, il y a une autre possibilité. Est-ce que je peux partager mon écran là? Oui, c'est Oui. possible. Alors, je vais arrêter de partager le mien, et normalement, tu peux partager le tien maintenant. Alors, une autre possibilité, je vais partager le bureau et puis aller vers la face. Voilà. Est-ce que vous voyez ma page en ce moment? Oui, Donc là, c'est le bureau central des télégrammes astronomiques. Alors, c'est quelque chose de plus, peut-être plus prestigieux. Et donc, du coup, ça demande d'avoir des résultats peut-être plus nouveaux, plus inédit. intrigants, Mhm. voilà, inédits. Alors, Hartley, c'est une comète qui est plutôt bien connue. Mais voilà, on peut essayer de faire ça, effectivement, avoir une publication commune avec une somme de mesures, hein, des centaines de points, je ne sais pas, hein. Eh bien, ça peut être quelque chose d'intéressant pour l'IAU. Donc, l'idée, c'est, voilà, je clique sur ces télégrammes électroniques, hein, et vous voyez, là, il n'y a que des comètes qui sont. Alors, ce bureau s'occupe de tous les événements transitoires astronomiques. Ça peut être des comètes, mais aussi des supernovas, des novas, etc. Donc, vous voyez que l'essentiel des communications, là, ce sont des comètes. Il y a aussi des pluies d'étoiles filantes. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a peut-être ici un astéroïde. Voilà. Donc, si je regarde un exemple, par exemple, cette comète-là qui a été découverte récemment, peut-être que Nicolas, tu la connais. Voilà. Donc, c'est une publication qui donne, il y a du texte, hein, ils disent que ça a été découvert avec tel instrument. Et puis, il y a les informations sur les magnitudes.
Voilà, puis ce qui a été découvert. Ce qu'on pourrait, c'est effectivement ici donner cette courbe qui rassemblerait donc des dizaines, des centaines de points de mesure avec une estimation de la magnitude au plus fort. Voilà, donc c'est quelque chose à voir. Je ne suis pas sûr que l'on pourrait, qu'elle sera acceptée. Donc l'idée, c'est d'envoyer un mail, un message avec nos résultats et de voir ce qu'il en est. Alors, ça serait donc quelqu'un qui l'enverrait, peut-être un de nous, hein. Nicolas Ouais. est mieux placé que moi. Il a dû faire ça plein de fois. Et voilà. Et qui rassemblerait tout. Et du coup, on pourrait lister tous les noms des observateurs dessus, comme il est indiqué ici. Super, bah, je pense que ça fait un bel objectif scientifique pour pouvoir contribuer à la recherche, ce qui est aussi un peu l'objectif de ces campagnes participatives. Si tu cesses le partage de ton écran, magnifique. Je vais repartager le mien. Hop. Merci Alain. Euh, Quelques mots sur le matériel dont il suffit de disposer pour participer. Alors, on peut commencer avec on peut participer avec un APN, un appareil photo numérique suffisamment sensible, doté d'un téléobjectif. Bien sûr, au fil des semaines qui vont suivre, la comète sera accessible à de plus en plus d'instruments. Également, bien sûr, le télescope ou la lunette au foyer duquel on met une caméra. Il y a également une méthode d'estimation de la magnitude en visuel, donc à l'oculaire de votre instrument qui existe. Si vous si vous n'avez pas la possibilité de prendre une photo, euh, donc vous trouverez cette méthode, cette vénérable méthode employée par les observateurs d'étoiles variables, notamment sur le site de la FAGE. J'ai mis en ligne un tutoriel écrit. Et puis, il y a également les détenteurs et détentrices de télescopes unistellaires qui peuvent participer parce que Hartley 2 est l'une des missions scientifiques du programme de sciences citoyennes d'Unistellar. C'est bien ça, Bruno? Oui, c'est ça, oui. Bonsoir. Oui, tout à fait. Le réseau unistellaire suit des comètes depuis quelque temps. Donc, il y a une scientifique qui est en charge des observations et des analyses. C'est Ariel Grekowski, qui est à Los Angeles, qui récupère les observations faites par les utilisateurs d'Unistellar et après donne les rapports sur les observations. Donc, en fait, c'est assez simple pour les gens qui veulent faire des observations avec leur Eviscope ou leur Equinox. C'est d'aller sur l'éphéméride des comètes accessibles sur Unistellar. Donc, j'ai mis le lien sur la page web, là. Et on a accès aux coordonnées des comètes qui sont en cours d'observation. Donc là, par exemple, on voit sur le menu déroulant que j'ai choisi 103P Hartley, en bas à gauche. Si tu mets le ton, Guillaume, non. Là, oui. On choisit la comète. Ensuite, on indique son lieu d'observation. On indique juste après, en dessous, la date et l'heure. Et on a un éphéméride qui apparaît. Donc, c'est la page de droite, là. Et on voit les coordonnées de la comète à l'heure voulue. Donc, ça indique les coordonnées, l'altitude et puis l'azimut. Donc, on peut rentrer ça directement sur le télescope. Ou on appuie sur le petit bouton qui est entouré en rouge, le Deep Link, qui va indiquer au télescope de se mettre sur la position indiquée de la cible et qui va mettre tout configuré pour faire l'observation. Donc typiquement, en ce moment, c'est des observations de 20 minutes avec des temps d'exposition d'environ 4 secondes. Donc voilà, donc c'est assez simple. Et puis à la fin de l'observation, il ne faut pas oublier de faire un dark, un noir, et d'envoyer un rapport d'observation qui est accessible sur le lien Internet qui est en lien, là. Donc on remplit un rapport où on indique tout ce qui s'est passé lors d'observation. Normalement, si on utilise le Deep Link, on n'a pas tout est fait automatiquement. La scientifique en charge reçoit l'information qu'une observation a été faite
Et donc, après l'observation est analysée et traitée par les scientifiques. Donc, on peut avoir un rapport de résultats ensuite. Et donc, on suit plusieurs comètes en ce moment. Donc, par exemple, 12P Ponsbrook, qui a eu un outburst il n'y a pas longtemps, en juillet. Et donc, on a, dans le monde, les gens ont observé la comète et on a la courbe de lumière qui est tracée sur le graphique. Et on voit que la luminosité a changé fortement entre le 20 juillet et puis après, elle a diminué tout doucement. Et puis maintenant, elle devient de plus en plus dure à observer. Donc, c'est assez intéressant d'avoir justement plein de télescopes qui peuvent observer en même temps ou tout au long d'une période de temps la comète pour essayer de voir sa différence de magnitude. Et puis autrement, actuellement, il y a aussi la comète dont parlait Alain tout à l'heure, Nishimura, qui est en cours d'observation. Donc c'est une comète qui est assez brillante. Malheureusement pour la France, en tout cas pour moi, elle est trop basse elle est très basse pour être observée. Elle est à 10 degrés en ce moment, donc pas du tout dans ma position, intéressant. Mais les gens qui sont par exemple en Finlande, ils peuvent observer facilement. Donc, on peut justement avoir des courbes de lumière et peut-être voir la magnitude augmenter au 17 septembre, petite minute après. Et puis, il y a d'autres comètes qui sont en cours d'observation, comme je disais. Donc, par exemple, il y a une comète 2023 E1 Atlas, où il y a plus d'une centaine d'utilisateurs qui observent. Et donc, il y a un gros travail d'analyse de données. Et donc, les scientifiques essayent de faire des courbes de lumière avec plein de données et essayer d'avoir des courbes intéressantes. Voilà. Nishimura, la comète que moi j'appelle la comète esthétique de la rentrée 2023, et Hartley 2, la comète scientifique de la rentrée 2023. En tout cas, voilà, si vous possédez déjà un Novescope ou un Equinox et que vous ne l'avez jamais utilisé pour une expérience de science participative, c'est le bon moment de vous lancer et vous ferez croître un petit peu les rangs des participants. Il n'est pas nécessaire, si vous utilisez votre télescope unistellaire, de soumettre un rapport sur le site de l'AFA. On rassemblera les données ensemble in fine, de notre côté à nous. Tout à fait. Voilà, j'ai mis pour celles et ceux qui débutent en ligne et à disposition des tutoriels. Donc, ils sont sur la page YouTube la chaîne YouTube de l'AFA et également sur le site internet de l'AFA, dont je remettrai le lien tout à l'heure. Un premier tuto pour mettre la comète dans Stellarium, ce qui est très pratique pour planifier votre observation. Et un deuxième tutoriel grâce à un petit logiciel très simple d'utilisation et très sommaire, faire votre première estimation de la magnitude de cette comète par la technique de la photométrie d'ouverture. Ces deux tutoriels sont également téléchargeables à imprimer, voilà, sous la forme d'un PDF. Et c'est le cas d'ailleurs aussi de ce tutoriel dont je vous parlais pour estimer la magnitude d'une comète visuellement si vous n'avez pas les moyens de la prendre en photo. Voilà, ça se tente également à l'oculaire d'un télescope. Et puis, il y a le tutoriel, bien sûr, d'Unistellar disponible sur le site web. Vous trouverez tous les liens utiles sur le site de l'AFA. Donc, c'est bien là-bas que toutes les données sont, disons, réunies, toutes les informations sont réunies et régulièrement mises à jour. Donc, si vous êtes perdu, vous allez sur le site afastronomie.fr dans l'onglet Sciences participatives, Observer sciences participatives, et vous trouverez ce lien-là qui est celui de l'expérience. Et puis, vous êtes les bienvenus si vous n'êtes pas déjà présents sur notre salon de discussion et d'entraide Discord. Voilà, donc vous pouvez scanner ce QR code si vous voyez cette vidéo en replay, ça vous amènera sur le salon. Sinon, le lien est disponible également sur le site de l'AFA ici indiqué. Voilà, c'est tout pour cette présentation. En tout cas, soyons les plus nombreux possibles. Ne vous censurez pas, c'est plus facile que ça en a l'air. Alors bien sûr, pour faire une mesure d'une très haute précision, il faut une certaine expertise. Mais pour s'initier et pratiquer déjà les bases un petit peu de la photométrie, c'est possible. Voilà, c'est plus possible qu'on ne le croit, je pense. Donc parlez-en autour de vous, entre amis dans les clubs, et puis surtout amusez-vous. Et je vous laisse la possibilité de poser vos questions. Donc, comme je le disais dans le chat, dans l'onglet Q&R, on a déjà deux
2 questions-réponses. N'hésitez pas à les écrire et on peut y répondre. Alors, on va commencer par, je vais ouvrir. Alors, on nous a demandé en début de présentation, Christian qui nous demande: bonjour, lorsque une magnitude est donnée différemment pour RGB, on doit utiliser laquelle? C'est la question des filtres. Est-ce que Nicolas, tu veux apporter un élément de réponse? Oui, je peux répondre en partie. Enfin, disons que les magnitudes pour les comètes, en général, on s'est basé justement sur un petit peu la sensibilité de l'œil humain, parce que historiquement, c'est des magnitudes visuelles. Donc, si on utilise un filtre, à ce moment-là, ça sera plutôt G, quoi. C'est la couleur verte, quoi. C'est pour avoir une bande passante qui soit à peu près la réponse de l'œil, quoi. Alors, je ne sais pas si tu as détaillé après ça. Si on utilise un filtre rouge, on peut faire autre chose d'intéressant sur les comètes, mais en particulier pour la comète Hartley 2, ça ne donnera pas du tout les mêmes résultats, quoi. Voilà. Donc plutôt si vous avez absolument un filtre, le filtre G, et sinon pas de filtre du tout en fait. Un Oui. filtre, voilà. Ok, merci. Question suivante de Gérard. Pour 103P, comment déterminer l'emplacement de ma par rapport au noyau? Je pense qu'il y a un mot qui manque. Alors l'emplacement peut-être de ma mire. Gérard, si tu veux reformuler ta question, on la reprendra un petit peu plus tard. Je passe à la suivante entre-temps. Jean-Baptiste Marquette qui demande: tracking sur la comète ou sur les étoiles? Qui veut répondre? Arnaud, tu fais comment toi? Généralement, en fait, je fais des pauses unitaires pour que le noyau de la comète soit pas bougé. Après, ça peut arriver que je fasse un compositage en enregistrant ce noyau de la comète, mais peut-être que Nicolas, il a une autre approche. Mais en tout cas, moi, j'essaye de faire des pauses unitaires pour que le noyau soit le moins déformé possible. Oui, bon, moi, c'est ce que je ferais, c'est ce que je fais pareil. Après ça, on peut sommer des images. Si on prend les étoiles en référence, à moins de faire des registrations séparées, il faudra mesurer la luminosité de l'étoile sur la traînée intégrée, quoi. Mm. Ou sur la comète intégrée, si la comète s'est déplacée, quoi. Une pause, on peut travailler avec une pause unique si on a un instrument d'observation suffisamment puissant. Oui, bah, il faut quand même avoir suffisamment de sensibilité pour voir hein, la coma quand même, s'il faut. Mais donc si on a suffisamment de sensibilité, on peut faire une pause sans tracking unique. Ou est-ce que le tracking est nécessaire pour augmenter la... Il n'y a pas besoin d'être précis sur le tracking, voire même sur la mise au point pour faire de la photométrie de magnitude globale, hein. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir du flux et pas être trop limité par le rapport signal sur bruit, hein. Donc, il faut qu'on voit quand même bien la coma de la comète, quoi. Après ça, adapté en fonction de l'instrument qu'on a, quoi. Alors Christian, à qui on a répondu juste avant, précise en fait sa question. Donc il nous disait: lorsqu'une magnitude est donnée différemment pour RGB, on doit utiliser laquelle? Il parlait donc des magnitudes données sur Gaïa. Donc j'imagine les magnitudes de l'étoile de référence ou des étoiles de référence. Donc là, même topo, plutôt la G en fait. Alors, après ça, il y a différents systèmes de magnitude, hein. Il y en a beaucoup qui utilisaient le catalogue Gaïa, alors je ne sais plus si c'est EDR3 ou je ne sais plus, pour l'astrométrie. Pour les magnitudes, les magnitudes Gaïa ne sont pas forcément les plus appropriées parce qu'en général, ça couvre des bandes assez larges, donc on prend plutôt à ce moment les catalogues Tycho, Hipparcos, ou il y a le catalogue APAS qui est aussi utilisé par les variabilistes. Ok. Quid des magnitudes données par Stellarium? Ce sont lesquelles? Ah bah, ça, je sais pas, moi. Je sais pas. Ok. Ceux qui utilisent Ça doit Stellarium peut-être dépendre du doivent savoir catalogue. sur quel. Quelqu'un... J'ai entendu quelqu'un parler. Non? Ouais. Ok. J'ai juste une Oui. précision pour l'histoire on disait des pauses unitaires. Là, en fait, la comète, elle ne devrait pas se varier trop en vitesse sur le ciel, grosso modo, à peu près entre 3 et 4 secondes par minute. Enfin, ouais, donc, en fonction de l'échantillonnage des images,
tu peux poser quand même suffisamment pour avoir un bon signal. Si elle arrive à monter en magnitude, voilà, ça ne devrait pas poser trop de problèmes quand même. Ouais, ouais. Elle ne passe pas aussi près de la Terre qu'en 2010, donc elle se déplacera moins vite, donc il y aura moins de problèmes. Alors, Christian nous demande, lors de l'acquisition, quelle expo et durée de prise de vue avec un C9, un télescope C9 et une caméra ASI 533 MC? Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une réponse? Ça se teste. Ouais. Ouais. J'allais dire, là, j'en ai fait quelques images il y a quelques jours, là, avec un 25 cm et le même style de caméra, mais monochrome plutôt de couleur. J'étais à 1 minute de pause, quoi. Ok. Et tu avais à peu près la même focale? En focal, je suis un peu plus court, ouais, un peu plus court. Donc, l'échantillonnage, c'est sûr, il sera pas le même, mais là, en caméra couleur, après, il faut voir si le binning ne va pas perturber un peu la mesure. Bon, ça se teste en tout cas, voilà, histoire d'avoir un rendu plutôt confortable sur lequel travailler et faire la petite manip de photométrie d'ouverture derrière. Éric Chariot, à propos de la courbe de lumière sur le site de Aerit, elle est plutôt inquiétante, même pour une même date. On a l'impression que les déclarations montrent les magnitudes mesurées entre 10 et 16. Est-ce normal? Alors, Ouais. Nicolas? Ouais, Oui, vas-y. alors en fait, justement, c'est parce qu'il y a un mélange, je pense, des magnitudes nucléaires et des magnitudes totales. Les magnitudes les plus brillantes, c'est les magnitudes totales. Alors, ça peut être des magnitudes visuelles ou des magnitudes donc, bien mesurées sur des images. Et les plus Voilà. faibles, là, qu'on voit qui s'accumulent, c'est plutôt les magnitudes données par les astrométriciens avec des logiciels, alors je ne sais pas lesquels j'utilise, mais Astrometrica, tout ça, qui vont donner une magnitude nucléaire, quoi, qui, elle, est plutôt Voilà. mesurée sur une dizaine de secondes d'arc, quoi. Ouais, donc en fait, cette courbe mélange magnitude nucléaire, qu'on appelle M2 parfois, et magnitude de coma, M1. Voilà. Et effectivement, les deux peuvent être très éloignés. Il faut savoir qu'il y a probablement des observations visuelles aussi dans le lot, Oui, oui. qui elles sont systématiquement, tu me dis si je me trompe, des magnitudes de coma, M1. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Donc voilà, si ça répond en partie à ta question, euh, Eric. Nathalie, à combien est estimée sa magnitude actuelle visuelle sans l'oculaire, sans filtre? Alors, en ce moment, donc on peut regarder un petit peu le modèle que je montrais juste avant. Hop. Donc en ce moment, sa magnitude c'est environ 10, donc c'est invisible à l'œil nu et ça le restera invisible à l'œil nu, a priori, hein, sauf événement assez extraordinaire à sa surface. Ça le restera malheureusement invisible à l'œil nu pendant toute la durée de l'expérience, puisqu'elle va culminer uniquement jusqu'à magnitude 8 environ. Et la magnitude limite pour un œil, c'est plutôt 6 sous un ciel très bon. Alors, Christian, un empilement sur Cyril sans pré-traitement, ASI, NH et histogramme est suffisant? Point d'interrogation. Voilà. Arnaud, je te vois secouer la tête. En fait, c'est le sans pré-traitement. Voilà. Il faudra pré-traiter, enlever offset et dark. Voilà, faire le pré-traitement habituel si on fait une mesure Ouais, pas raccordable pour enlever les éventuelles problématiques liées à la caméra. Donc, je peux décrire peut-être juste en quelques mots le pré-traitement pour ceux qui connaissent pas ce que c'est. en fait, pour décrire rapidement, en fait, dans chaque image, qui sort de la caméra directement enregistrée sur l'ordinateur ou sur l'appareil photo, l'image est brute, c'est-à-dire qu'elle contient à la fois les informations du ciel qui nous intéressent, mais aussi des informations qui sont produites par la caméra, notamment des signaux qui sont dus au capteur numérique, dus au signal thermique à la température du capteur qui génère des électrons qui ne proviennent pas du ciel mais qui proviennent du capteur. Et puis, il y a également un autre problème même si on fait attention à son matériel, j'allais dire, il y a toujours des poussières sur le trajet optique et donc en fait des absorptions par ces poussières qui sont sur le trajet optique sur le capteur ou sur la lentille et donc ça peut générer des défauts de mesure. Donc en fait, il faut faire des plages de lumière uniformes. Je ne vais pas dire flat, sinon mon ami Raoul
donc jeter des cailloux. Mais des plages de lumière uniforme qui permettent de modéliser aussi le vignetage de l'image et à la fois les poussières présentes sur le capteur ou sur le film. Donc c'est important de pré-traiter correctement ces images si on veut que les mesures soient raccordables le plus possible ensemble. C'est pas toujours un exercice facile, mais le plus possible. Alors, voilà. Est-ce que c'est si important que ça, Nicolas, dans cette expérience-là, notamment les darks, finalement, la photométrie d'ouverture, enfin, s'en Alors, affranchit. oui, j'ai envie de Ouais. dire que ce qui est un peu du bruit de la caméra, le dark, les offsets, etc., c'est pas forcément ça qui va le plus nous embêter. Mais ce qui est très important, c'est tout ce qui est les PLU, les flats, comme on veut, mais ce qui va corriger justement les défauts de rendement sur l'image, quoi. C'est-à-dire que si on a un assombrissement dû à une tâche ou tout comme ça, là, ça peut fausser les mesures, quoi. Ouais. Donc, c'est la partie la plus importante. Après ça, je voyais dans la question, il parlait ensuite ACNH et histogramme. Il est évident qu'il faut rester après ça en échelle linéaire. On ne va pas prendre le log de l'image ou voilà. Ok. Donc, si vous savez voilà, faire un flat et si votre caméra est votre objectif, votre capteur est très sale, c'est préférable de faire ce pré-traitement-là. Si vous savez pas le faire, bon, bah, ne le faites pas, ou venez demander des conseils sur le Discord pour vous faire aider. Gérard qui nous demande, en gros, où se place M1. Donc, j'imagine que voilà, la mire de la photométrie d'ouverture, le premier cercle, jusqu'où est-ce qu'on les tire? C'est mon Alors, interprétation de la parce question. qu'il avait plusieurs questions, Gérard. Il parlait de sa première question, après M2, M1. La magnitude M1, donc c'est celle qui va englober la photométrie qui va englober toute la coma. Mm. Alors sur Hartley 2, il n'y aura probablement pas de queue identifiable, donc il n'y aura que de la coma, mais il faut vraiment prendre la coma la plus large possible. Donc il faut que le champ déjà de l'image dépasse la dimension de la coma. Alors après ça, il y a, sur certains sites web, on peut avoir une information, ou même en visuel, on a une impression de ce qu'est la coma. Là, la coma de la comète, elle va peut-être atteindre 10 minutes d'arc ou un peu plus. Donc il faut vraiment, et c'est pour ça qu'il faut additionner ou avoir une intégration suffisamment importante pour avoir vraiment le maximum de la coma. Ouais. Gérard, d'après les premières captures d'écran que je crois que c'est toi qui nous les as partagées, il faut que tu ailles un petit peu plus loin. Ton cercle est trop serré sur le noyau de la comète. Et pour bien afficher la coma, n'hésite pas voilà, à jouer avec les histogrammes. Comme ça, tu verras à quel point elle est étendue. Moi, j'ai une question subsidiaire pour Nicolas. La coma étant relativement étendue, il y a souvent pas mal d'étoiles en fait ben, en arrière-plan, quoi, qui sont à l'intérieur de ce cercle-là et qui peuvent fausser du coup la quantité de signal central quoi, qu'on compte. Comment est-ce qu'on les gère ces étoiles-là? Eh ben, on ne les gère pas. On les gère pas? C'est la principale difficulté. Alors, je ne sais plus sur la trajectoire si elle va passer un peu dans la Voie lactée, donc ça ne va pas être évident. J'ai envie de dire qu'il faut regarder quelle est la magnitude des étoiles qui superposent. Si on mesure une magnitude totale de l'ordre de 9 et puis on a des étoiles de magnitude 12, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si on a une étoile de magnitude 8, 9, il faudra éventuellement attendre que la comète soit à côté. Ou alors faire le petit calcul de dire, bon, ben voilà, j'ai la somme de la magnitude de l'étoile et puis de la magnitude de la comète. En fait, il faut sommer les flux. Donc là, il faut faire une petite conversion de magnitude en flux en passant d'échelle log en échelle en puissance. Et voilà. Mais a priori, donc ça se fait que pour une petite poignée d'étoiles dans ce cercle. Il n'y a pas besoin de le faire pour s'il y a une douzaine d'étoiles, par exemple, il n'y a pas besoin de le faire, quoi. Il faut faire ça pour s'il y a des étoiles brillantes. Mais Voilà, bon, c'est ça. Ok. mais c'est sûr que bon, si on fait ça quand la comète elle passe dans un amas d'étoiles, là, ça va être plus compliqué de faire les mesures. Donc, il faudra éviter quoi. Ouais. Alors, Florent nous demande, bonjour, a-t-on une limitation sur le nombre d'images à intégrer? Lorsqu'on utilise des instruments avec un suivi peu performant, il peut être intéressant de stacker. Je pense au Dobson/table équatoriale. Qui veut répondre à Florent? Je peux dire que c'est ce que je fais, moi. Sans Oui, bien limite, sûr. sans limite du nombre d'images. En limite, non, bah après ça, s'il veut faire 1000 images plutôt qu'en faire 100, c'est une question de patience, hein.
Après ça, il faut voir que la comète, elle se déplace quand même un peu. Donc, sur une heure, on a dit que sur quelques minutes, elle ne va pas trop se déplacer. Mais s'il fait ça avec un Dobson, je suppose qu'il aura au moins un diamètre de 20-25 cm. Donc, il n'aura pas besoin de passer une heure sur la comète. Ouais. Christian demande binning x2. Est-ce que le binning est recommandé? Ou est-ce que c'est inutile? Je n'ai pas la réponse personnellement. Oui, mais c'est comme on veut. Moi, je fais du binning parce que ma mise au point n'est pas forcément très bonne. Mais Ok, donc on peut en faire ça. ça ne va pas changer le résultat en principe, hein. Non, en fait, le tout aussi, ça permet des fois d'adapter son échantillonnage si on a beaucoup de focales. Pas faire un Oui. truc avec un flux trop dilué. Euh, Typiquement, enfin voilà, si par exemple je repensais au C9 avec sa focale native, avec la 533, il y a intérêt à faire du binning. Oui. Hmm. Parce que sinon, il va avoir un flux trop dilué et en fait, il aura du mal à monter le signal et il verra beaucoup plus le déplacement de la comète du fait de la finesse de l'échantillonnage. Alors, Jean-Baptiste, maintenant, dithering ou non? Est-ce qu'on utilise le dithering? Pas convaincu, Nicolas? Arnaud? Bah, en fait, vu que la comète se déplace, je pense que ça se fera automatiquement si on revit sur la comète. Non, ça sera pas nécessaire, à mon avis. Je suis même pas sûr qu'en fait, en fonction de la qualité de son suivi, hein, bon, c'est sûr, pour Dobson, effectivement, tu fais des pauses courtes et voilà, euh, etc. Mais bon, là, le grosso modo, le dithering, c'est pour éviter de se retrouver sur des zones de pixels. C'est typiquement pour trouver des zones de pixels ou avoir des problèmes d'uniformité sur les capteurs, notamment CMOS avec des trames et des choses comme ça. Mais là, on n'aura pas ce souci, hein. On n'aura pas ce souci. Ok. Alors, Cédric pose une question qui est plutôt pour moi. Est-ce que les premiers résultats reçus sont homogènes entre les participants? Donc, effectivement, on a déjà une grosse douzaine, je dirais même bientôt une vingtaine de mesures. Bravo à tous, toutes celles et ceux qui ont attaqué. Est-ce que c'est homogène? Là, je le regarde en temps réel. C'est pas trop mal, c'est plus homogène que la courbe de lumière du site de Seiichi Yoshida qu'on a montré tout à l'heure. Ça varie entre, je dirais, j'ai un 13,9 là, peut-être un peu sous-estimé, et un 9,9. Voilà, on a ça. Ça me permet de faire une première remarque, c'est que rester, comme on dit, aveugle vis-à-vis de votre mesure. Il ne faut pas être biaisé dans votre analyse photométrique. Il ne faut pas accroître un petit peu enfin bouger les curseurs pour coller un petit peu plus à ce à quoi vous vous attendez. Il faut rester aveugle d'un point de vue, enfin au sens épistémologique du terme pour ne pas être biaisé. Et moi, j'ai une question au sujet des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait avec les erreurs, Nicolas, Alain, peut-être, si on publie le logiciel Astrolab Stellar que j'ai recommandé d'utiliser, surtout pour celles et ceux qui débutent, affiche une erreur. Euh, Est-ce qu'on la note? On l'ignore? Et quelle est d'ailleurs cette erreur, quoi? Je ne sais pas comment les mesurer, mais c'est toujours intéressant d'un point de vue rigueur scientifique d'avoir une incertitude sur une mesure. Ok. Donc après Là, ça, cette erreur, est-ce que c'est l'incertitude par rapport aux étoiles de référence, parce que le logiciel, il va prendre des étoiles de référence et puis il va voir qu'il y a une dispersion. Après ça, puis ensuite, il y a l'incertitude sur la mesure sur la comète. Mais ça, c'est... C'est une, c'est une incertitude. Je pense pas que ce soit une incertitude liée aux étoiles de référence, puisque enfin, ça ne dépend pas du nombre d'étoiles de référence qu'on prend. Dès la première étoile de référence, il y a cette incertitude qui est affichée. Enfin, je pourrais peut-être montrer le Ouais, bah, logiciel plus tard et ouais, faut regarder on, précisément. Après on, ça, lé- on légiférera. Alain, dans les exemples que tu as montrés tout à l'heure, il y avait, si j'ai bien observé, il y avait un tableau avec une colonne de valeurs de magnitude. Il m'a pas semblé voir d'erreur à côté. non, il y avait pas d'erreur, mais dans le texte, ils te disent l'erreur moyenne globale, hein. Ok. C'est toujours mieux de donner une erreur, hein, pour qu'on sache un petit peu la qualité de la mesure, parce que c'est une magnitude avec une barre d'erreur de
3 ou 4, ça ne sert à rien, quoi. Donc, autant la dire, la donner si c'est une demi-magnitude, un tiers de magnitude. Mais tu n'as pas besoin de la faire pour toutes les mesures. Dans ta communication, tu dis que l'ensemble des magnitudes sont incertaines avec telle barre d'erreur. D'accord, bon, on verra comment peut-être modifier le formulaire de retour de données. Juste pour Ouais. information, le Ouais. Ariel Grekowski du SETI actuellement donne a priori des magnitudes de 14. Tu peux afficher ta caméra si tu veux, Bruno. Pardon, on te voit parler. Donc, je disais que Ariel Grekowski trouve des magnitudes apparentes a priori de 14 avec une incertitude de 0,1. Je ne sais pas comment elle donne son incertitude. Pour une magnitude, demander, je pense. Je pense que c'est des magnitudes M2. C'est des magnitudes M2, ça. Ouais. Typiquement, ce que j'ai mesuré, on est dans ces alentours. C'est du M2, oui. C'est du M2. Le M1 sur CEOPS, là, il y a un autre site en fait, qui donne aussi des mesures. Et c'est effectivement les plutôt à 17 millions. En magnitude M1, il y a beaucoup d'observateurs visuels encore qui publient CEOPS. Mais en CCD, souvent, c'est des M2 qui sont donnés. Donc, on est effectivement plus aux alentours de 14. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile. Pour l'instant, la coma semble pas super développée, en tout cas sur les doses individuelles. C'est pas évident. Pour ce qui est de l'incertitude, de toute manière, déjà, il y a la précision qu'on donne. Je donne un chiffre après la virgule pour les magnitudes. Ça veut dire qu'on a une précision qui est au mieux de 0,1 magnitude. Il ne faut pas chercher plus. Ça, c'est... D'accord. Donc, un chiffre après la virgule, c'est suffisant en termes de précision. Oui. Guillaume nous demande, sommes-nous obligés d'étirer l'image linéaire pour voir la comète? Donc j'imagine que c'est jouer sur les niveaux de gris dans les histogrammes. Bon, moi, ma réponse, c'est vous n'êtes pas obligé, c'est juste que c'est plus confortable pour mieux positionner la mire de votre photométrie d'ouverture. Ce qu'il faut bien comprendre, voilà, j'enfonce peut-être une porte ouverte, c'est que ça ne change pas l'information contenue dans votre image, mais simplement son affichage. Vous pouvez l'afficher en couleur, vous pouvez l'afficher en noir et blanc, mais avec des niveaux de gris différents. Voilà, c'est juste pour votre confort visuel, et ça ne change pas l'information dans l'image. Donc, c'est pas une obligation, mais ça peut être plus confortable. Étienne, des spectres basse résolution peuvent-ils être utiles également? J'ai un Alpi 600 que je peux utiliser après la prise d'image télescope RC8 pour la photométrie et la spectro. Bon, alors pour cette expérience, a priori, enfin, nous on n'en a pas besoin. Est-ce que ça peut être utile, des spectres? Moi, je dirais peut-être qu'il continue à faire des jolis spectres de comètes. C'est un des meilleurs spécialistes. Donc... Voilà, d'accord. Et donc, comme il y a beaucoup de gaz dans cette comète, il aura des jolis raies. Voilà, ben, Étienne et Nicolas, vous semblez vous connaître déjà, donc libre à vous de monter une petite expérience parallèle. Claude nous demande, est-ce que la datation par GPS de l'acquisition est intéressante pour cette comète? Ce qui pose aussi la question de la précision de datation. Qu'est-ce qu'on se donne comme précision temporelle? Alors, pour de la photométrie, on n'a pas besoin d'être à la minute près, quasiment. C'est pas comme pour l'astrométrie où il faut être, pour les comètes, à mieux que la seconde. Donc, c'est une différence, peut-être un réflexe de l'occultation de Ribat l'an dernier. Ouais. Là, Claude, vous pouvez ranger votre timebox, votre datation GPS pour cette expérience-là. Dominique nous dit, je sais mesurer les ADU, mais comment passe-t-on en magnitude? Donc on passe en magnitude avec un petit software de photométrie. Donc moi j'ai proposé Astrolab Stellar, il fait le travail pour vous. Voilà, s'il y a d'autres softs que certains veulent recommander, ou s'il y a une manière de le faire à la main, au crayon et avec une feuille de papier. ça peut se faire à la main, mais en général, je pense que la plupart des logiciels doivent avoir l'onglet photométrie d'ouverture. Moi j'utilise Iris qui est pas qui est pas très sophistiqué et il a la possibilité. Donc, De toute façon, il faudra retirer la magnitude, enfin les ADU du fond du ciel également. Donc là, ça demande un petit calcul peut-être complexe. Donc il vaut mieux utiliser un soft qui le fait pour vous. N'hésitez pas à aller voir les tutos, Dominique, si vous n'avez encore jamais fait ça. Christian, quel type de filtre? IRCut, iPro ou Triband? Ou rien du tout?
Est-ce que… Je disais, si c'est pour faire les magnitudes M1, il faut être plutôt sensible dans le vert. Donc, évidemment, si on a un capteur qui est très sensible jusqu'à l'infrarouge, bah, mieux vaut quand même couper l'infrarouge et le bleu pas trop, parce que de toute manière, on n'est jamais trop sensible dans le bleu, mais Voilà. ouais, à ce moment, mieux vaut un IR cut. Ouais. Et l'idéal est de pouvoir mettre en commun donc les données captées par caméra, mais aussi avec les données visuelles. Donc, faut pas que les capteurs soient trop éloignés de l'œil humain. Oui, ça, en général, quand on est soit avec un filtre vert, soit, je dirais, pleine bande, mais avec un capteur pas trop sensible dans l'infrarouge, éventuellement pas défiltré si c'est un APN, c'est mieux, quoi. Question nous demande si en moyenne la comparaison de la comète avec plusieurs étoiles dans l'image est-ce pertinent? Donc, est-ce qu'on peut prendre plusieurs étoiles de référence et calculer la moyenne à la fin? Donc, la réponse est oui, ça améliore la précision de mesure. On nous demande également, alors les questions abondent énormément, c'est super. Juste pour information, nous arrivons bientôt à 20 heures, donc on essaiera de pas trop dépasser cet horaire-là, mais je poursuis la liste. Christian, quel est le logiciel le plus adapté? SharpCap ou File Capture, peut-être Fire Capture avec une faute de frappe? Euh, Est-ce qu'il y a Fire Capture, c'est plutôt pour faire de la vidéo quand même. Je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé pour faire des poses individuelles, mais si la caméra est pilotée par SharpCap, SharpCap maîtrisera mieux en enregistrant les images en format fixe. Voilà. Donc, SharpCap, Christian. Nathalie, est-ce que la comète pourrait se fragmenter d'ici la fin de l'expérience participative? Nicolas, une prédiction. Et moi, je suis pas astrologue, hein, je vais pas faire. Non, non, mais justement, si, bon, on ne sait pas si ça va arriver. On a vu que la comète est allongée, peut-être qu'un jour elle se cassera en deux. L'objectif, évidemment, c'est si jamais on mesure un sursaut de magnitude d'une fragmentation, alors là, c'est ce que proposait Alain de Rossi-Diram. On se jette dedans, on envoie une circulaire pour l'UAI, pour une CBET. Oui. C'est le but. Voilà, les comètes sont des astres imprévisibles par nature, donc ce qui donne une raison de plus de la surveiller en permanence. Voilà, j'ai pas axé ma communication sur cet aspect-là parce que je veux pas faire une fausse promesse, pardon, mais ça peut arriver, sait-on jamais. Euh, alors, Christian, la précision de la magnitude mesurée est-elle impactée par le seeing et la nébulosité? Euh, Alors, le signe dont souffre une comète, les étoiles de référence voisines en souffrent également. Donc, ça se… En général, justement, ça va pas être trop gênant, là. Il faut quand même que le logiciel, quand il mesure les magnitudes des étoiles de référence, il prenne bien toute l'étoile, ben, si elle est bien étalée à cause de la turbulence ou d'un défaut de mise au point. Mais euh, après ça devrait pas être trop gênant, quoi, le signe. Après, la nébulosité, bah, évidemment, s'il y a une trace de cirrus juste sur l'image de la comète, là, ça va être plus embêtant. Mais même si si le cirrus affecte la comète et qu'il affecte les étoiles de référence voisines, ça Ah, pose si c'est problème. uniforme sur toute l'image, c'est pas gênant. Si Ouais. c'est, moi, on parlait de la comète Nishimura hier matin, j'avais trois bandes de cirrus dans l'image, et là, c'est embêtant. Ok. C'est traîner d'avion, quoi. Guillaume, donc je vais prendre trois questions pour terminer, et puis après je vous libérerai tous. L'utilisation d'un filtre IDAS LSP-P3 a-t-il une influence sur la mesure? Est-ce que quelqu'un connaît ce modèle de filtre? Donc à vérifier. Ça doit être un filtre qui limite la pollution lumineuse, j'imagine, ça, IDACP3, là, Ah oui. Ben, écoute, moi je pense que non, ça n'a pas d'influence sur la mesure, c'est même plutôt. Bah, si c'est un filtre de Qu'est-ce qui rejet coupe? de pollution Oui, lumineuse, il faudrait éviter parce que la comète, la magnitude, elle va être pas mal sensible Ouais, aux bandes d'émission de la comète. ouais, Parce et qu'on va là, le voir en jaune. il y a des trous entre à 450 nanomètres, il y a des trous à 550. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. d'accord. Donc même si c'est un filtre à bande étroite, Non, non, ah, en fait, c'est un filtre avec des bancs, pour couper les émissions des éclairages urbains. Et en fait, oui, grosso modo, il a pas mal de trous
Voilà, il a une bande passante correcte entre 450 et 550, et puis il a un trou à 550, et après il reprend à 600, et puis Ouais. enfin, voilà, vraiment, il est prévu pour faire du ciel profond et pas de l'imagerie, de photométrie. Hein. À mon avis, Ok. il n'y a pas de continuum là, ça va faire trop de trous. Ouais. Les mesures, Ok. ça peut induire des biais, à mon avis. Donc plutôt passez-vous de ce filtre, Guillaume. Eric, si j'ai bien compris, quand on utilise la méthode visuelle, on mesure plutôt le M2, car l'extension de la coma ne sera pas forcément bien visible à l'œil. Et en fait, oui et non. Nicolas, tu veux Je vais répondre? envie de dire que non, parce que Ouais, le M2, c'est vraiment. Alors, moi, quelquefois, je fais même du M2 à l'œil, c'est vraiment la partie centrale, mais la méthode visuelle, c'est de prendre la coma globalement. Et après ça, il faut défocaliser les étoiles autant. Donc, voilà. le minimum de grossissement, surtout s'il faut défocaliser jusqu'à 5 ou 10 minutes d'arc. Mais il faut vraiment, justement, le but et chaque mesure, je dirais, de photométrie, il faut préciser sur quel diamètre on la mesure en général, hein. Donc, ça permet d'ailleurs de savoir après ça si on a fait une mesure M2 ou M1, quoi. Ouais, donc tu verras, Eric, si tu l'as pas déjà vu, la méthode passe par voilà, une défocalisation du champ pour que les étoiles et la coma, enfin, et ta comète fassent la même taille dans le champ et que tu puisses comparer tout ça à l'œil. Mm. Et pour terminer, j'ai une dernière question de la part de Cédric. Est-ce que c'est bien la dernière? Oui. Qui demande, dans Stellarium, nous avons deux magnitudes données pour les étoiles, magnitude normale et magnitude réduite à cause de la couche d'atmosphère. Laquelle des deux est recommandée? Il faut prendre la magnitude hors atmosphère, hein. Je veux dire, l'atmosphère affecte autant la comète que l'étoile, mais C'est ça. on va pas s'amuser à. Sauf si on prend une étoile de référence qui est pas du tout au même endroit dans le ciel que la comète. Mais normalement, Ouais. si Ça, la comète elle est aussi brillante que l'étoile, elle sera affectée de la même manière, donc sa magnitude ce sera la même que la comète, par exemple, que c'est l'étoile. ça. En gros, Cédric, si tu prends pour ton étoile de référence la magnitude réduite à cause de la couche d'atmosphère, tu vas obtenir comme résultat la magnitude de la comète réduite à cause de la couche d'atmosphère. Et ça, c'est pas ce qui nous intéresse à la fin. Donc, prends la magnitude normale et tu auras par comparaison la magnitude normale de la comète. Voilà. Je le reformule, même si c'était déjà très bien expliqué, Nicolas. Non, non, mais c'est très bien, merci. Voilà. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, Jean-Baptiste Marquette commente attention aux étoiles variables. Effectivement, c'est en cela que c'est mieux de prendre plusieurs étoiles de référence. Mais si on est très nombreux, si on est des centaines et des milliers à faire cette mesure-là, ces erreurs-là pourront être également moyennées par le grand nombre. Euh, je clôt cette session questions-réponses et puis je remercie tous les spectateurs. Merci d'avoir été présents. Euh, Merci pour vos contributions dans le chat. Merci aux panélistes d'avoir fait la gentillesse de partager votre expertise. Voilà, si l'aventure vous tente, c'est à vous de jouer et je vous souhaite bon ciel à toutes et à tous et arrête l'enregistrement de cette session. Au revoir.